L'exemple que je regarde qui m'a aussi donné une vision là-dedans, ce sont mes enfants. C'est-à-dire que la conviction que j'ai, c'est nos enfants ne taperont pas un seul mot-clé dans Google. Nos enfants, ils taperont pas de mots-clés dans les moteurs de recherche. Ils piloteront à la voix. Ils iront chercher différemment leurs informations sur le web. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reçois Bertrand Meaux. Bertrand, c'est le cofondateur et le CEO de Mojo, une agence lilloise qui se définit comme un révélateur de Mojo, en aidant les marques à trouver ce petit truc en plus. Vous savez, l'énergie, le charme, l'impact surtout. Et leur mantra, c'est simple, c'est oser, oser et encore oser. Alors depuis 2016, avec leur team de 35 experts, Mojo a orchestré plus de 500 campagnes. SIA, social ads, emailing, branding, bref, autant de termes qu'il va décrypter avec nous et qui sont indispensables à connaître quand on souhaite développer son business. Bertrand, c'est un entrepreneur 100% terrain qui, avec presque 20 ans d'expérience dans la VAD et le marketing, croit dur comme fer qu'une bonne stratégie doit être humaine, performante et joyeuse. Alors on va creuser avec lui comment on révèle le mojo d'une marque, comment on mixe audace, data et créativité, et comment on structure des équipes pour scaler sans perdre l'énergie et le plaisir. Salut Bertrand! Salut Laurent. Bon, Bertrand, je suis ravi de t'accueillir sur la Learning Expedition Hauts-de-France. Ça fait un petit moment qu'on se suit sur les réseaux sociaux. Je te vois de plus en plus d'ailleurs. Donc, merci d'être là. Tu es donc le fondateur, le cofondateur et le CEO de Mojo. En 2-3 mots, c'est quoi Mojo ? Tout d'abord, Laurent, merci pour l'invitation. Ouais, ça me fait très plaisir, moi aussi, d'être là. En 2-3 mots, Mojo, c'est une agence en marketing d'activation 360. Et donc, nous, on est des révélateurs de Mojo. Pourquoi ? Parce qu'on veut pousser la singularité de nos clients, de leur positionnement, leur proposition de valeur, et ensuite aller détecter les audiences adéquates pour pouvoir leur permettre de scaler leur business. Bon, en gros, tu t'adresses donc à des entreprises qui ont des enjeux finalement de visibilité, mais pas que, de recrutement aussi de nouveaux clients, de prospects. C'est ça l'idée ? Alors l'idée initialement, Mojo, on opérait un seul levier, c'était l'email d'acquisition. Ouais. Quand on s'est créé en 2016 avec mon associé Jocelyn et une team réduite de quelques personnes. Et puis en fait ensuite on a fait évoluer notre scope métier de deux manières. Une manière horizontale par l'exploration de différents leviers. Donc on a d'abord couvert tous les leviers du marketing digital pour aujourd'hui aussi couvrir tout ce qui est offline, TV, presse, radio, affichage. Donc ça c'est le premier disons axe de développement de Mojo. Et le deuxième, plutôt vertical. Qu'est-ce qu'on entend par vertical ? Auparavant, quand on a créé Mojo, on était très attendu sur des problématiques purement d'acquisition, de conversion au travers de leviers purement digitaux. Et maintenant, on va effectivement couvrir l'intégralité du funnel d'activation client. Donc ça va de la stratégie de branding, notoriété, engagement et puis conversion. Bon, on y viendra tout à l'heure parce que je suis sûr que parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y en a qui doivent se dire « Oh là là, je comprends rien à tous ces termes qu'ils nous expliquent. » Donc on va essayer de vulgariser, de décrypter tout ça. Avant, ce que je te propose, Bertrand, avant de rentrer dans le vif du sujet, puis finalement d'aborder aussi un peu ton parcours, c'est que tu te présentes à nous, qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Enfin, c'est toujours intéressant de voir un petit peu l'angle pour laquelle tu vas te présenter. Bien sûr, avec plaisir. J'ai 41 ans. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 27 ans. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Bravo. Voilà. Je suis passionné de musique, pianiste, et je continue d'ailleurs de prendre des cours. Okay. Passionné également de sport, tennis, course à pied, okay. Pour lequel aussi je continue à prendre des cours. Pourquoi ? Parce que j'estime que le perfectionnement et continuer à apprendre à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, ça fait partie inhérente de la curiosité qu'on doit développer. Et je pense que c'est une des qualités primordiales quand on est entrepreneur. Ouais. Bon, ça, c'est un trait de personnalité. C'est-à-dire que ce que tu évoques là, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pratique pas mal de sport depuis maintenant 2 ans, entre autres la course à pied. Néanmoins, on n'est pas tous prêts à faire ça. Toi, il y avait un truc dernièrement avec Éric Larchevêque, oui, qui a fait une vidéo un peu moqueuse. J'ai vu. Tu l'as vu ? Ah ouais. Sur bien marré, sur les rituels qu'il peut avoir le matin. Ouais, c'est ça. Je me lève à 5h du matin, je vais nager, machin, tout ça. En fait, en vrai, chacun fait comme il peut finalement, parce que entrepreneur, c'est avant tout avoir l'envie de s'offrir cette liberté et en même temps de s'offrir une vision et de la mettre en application. Et on n'est pas obligé de se lever à 5h du matin, de faire 1 kilomètre de nage. On peut très bien se lever à 7h, 8h, 9h. Enfin, tu vois, et il y en a qui font pas du sport. Donc toi, tu fais plutôt de cette partie de cette catégorie des gens qui, malgré tout, se projettent et dans le sport, dans des choses qui sont un peu annexes finalement à annexes ou non, parce que en fait l'idée c'est de défendre le côté passionnel. Ouais. Quand on est entrepreneur, on est passionné. Et en fait, on dissocie rarement l'entreprise de sa vie privée. Donc c'est pour ça que très vite, quand on se présente, on en arrive vite à aussi expliquer quel est notre parcours professionnel. Ouais. Et c'est cette logique aussi de perfectionnement et de travail, parce que beaucoup
surtout à l'heure actuelle, justement, tu faisais référence à Eric Larchevêque, qui va être mon associé. C'est pas l'Eldorado ou la partie. J'ai fait un post d'ailleurs là-dessus sur la partie immergée de l'iceberg entrepreneurial. Ouais, je l'ai vu ce post. Et c'est vrai que au-delà de tout ce qui est visible et ce qu'on voit sur LinkedIn, les belles histoires et autres, souvent on a tendance à occulter aussi tous les sujets qu'il faut savoir traiter quand on est entrepreneur. Et pouvoir traiter l'intégralité des sujets, je le dis de façon assez vulgaire, et quand on est entrepreneur, on n'est patron de l'approvisionnement en papier toilette, et en même temps, on est en même temps sur un dossier de croissance externe. Mais c'est exactement voilà, ça. C'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant. Ouais. Bon, ça dépend des entreprises, mais c'est ça qui est drôle. C'est effectivement l'ampoule a changé, le PQ qui est plus là, etc., etc. Ouais, c'est ça qui est assez. Et donc c'est après, si on va plus large, c'est toutes les considérations et les logiques. Il faut être au fait de tout ce qui se passe sur la partie juridique, comptable, bancaire, RH, et c'est vrai que c'est pluridisciplinaire, et c'est d'ailleurs ça qui m'intéresse beaucoup dans le métier d'entrepreneur. Ouais. Je dis souvent, quand on devient entrepreneur, c'est que parfois on peut aussi avoir une blessure liée à son enfance, ou quelque chose qui, c'est pas une obligation, mais est-ce que toi, il y a cette notion de, finalement, un peu de revanche, de montrer que t'es capable, de lien avec une vexation que t'aurais pu avoir quand t'étais plus jeune? Alors, il n'y a pas eu vraiment d'éléments déclencheurs dans mon enfance qui m'ont amené à être entrepreneur, ou à tenter, en tout cas à tenter l'aventure entrepreneuriale. Je dirais plutôt, il y a deux choses. Le premier, c'est effectivement pendant l'enfance un modèle entrepreneurial fort, puisque ma mère a pris énormément de risques pour créer elle-même son entreprise, à une époque où être femme chef d'entreprise était encore moins évident qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle faisait, ta maman? Elle a développé un bureau d'achat à l'export, okay. Donc, mise en relation de fournisseurs français avec des clients étrangers, en Allemagne et en Russie notamment. Excellent. Et puis elle en a eu d'autres, voilà, et elle est vite passée aussi côté transmission de son savoir au travers de cours et autres. Et même sa passion, c'est aussi l'entrepreneuriat, puisqu'encore aujourd'hui, même à la retraite, elle continue à entreprendre. C'est ça que je trouverais absolument extraordinaire. Donc j'ai vécu avec ça, et avec un papa qui était lui du côté médical. Donc voilà, deux écoles, et l'exemple que je voyais plus pour mon épanouissement personnel était plutôt tourné vers l'entreprise. Donc j'ai rapidement su que j'allais aller vers ça. Le deuxième élément ultra déclencheur pour moi, ça a été l'arrivée de mon premier enfant. Donc en fait, quand ma femme m'a annoncé qu'elle était enceinte de notre premier enfant... Là, t'étais déjà entrepreneur ou t'étais salarié? J'étais pas entrepreneur. Et je pense que le lendemain de l'annonce, je lui ai dit que j'allais quitter mon job pour monter ma boîte. Pourquoi? Parce que c'était le moment. C'était maintenant qu'il fallait prendre ce risque dans la vie, ou sinon c'était 20 ans plus tard. Et avec un chemin qui, voilà, et probablement il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais en tout cas pour ma part, ça a été un élément ultra déclencheur, parce que c'est ce qui m'a permis de passer de ce côté-là, d'oser, de prendre ce risque, et sans forcément filet de sécurité. Ouais, c'est ça. Là, c'est double risque. C'est le fait de se dire, je quitte un job. Globalement, j'ai un enfant, c'est super, génial. Et en même temps, je reprends un deuxième risque, et donc de l'investissement de temps, parce que quand on entreprend, c'est pas 35 heures par semaine, quoi. C'est beaucoup plus que ça. Donc, comment t'as géré ce truc-là? Déjà, la chance d'avoir une femme exceptionnelle, qui a accompagné le sujet, avec forcément des craintes au début. Et l'autre chose, ça a été le fait d'avoir que 27 ans. Et je pense que ça, à un moment donné, à 27 ans, on n'a pas encore beaucoup d'engagement, entre guillemets, dans la vie. On en a plein, potentiellement, mais on va dire de grosses responsabilités comme on peut avoir 10, 15, 20 ans plus tard. Et donc, c'est ça qui m'a dit, bon, je prends ce risque-là dans un délai donné, 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis, dans 3 ans, j'aurai que 30 ans. Donc, la vie s'écrit encore largement devant nous. Et d'ailleurs, tu parles de la jeunesse. Moi, je pense que plus on entreprend jeune, moins on prend de risques, et mieux c'est, parce que c'est une telle vie, c'est un tel apprentissage, finalement, que c'est juste incroyable. T'es intervenu dernièrement pour l'association Dreammaker, justement auprès d'une centaine de jeunes qui écoutaient en fait ton parcours. Qu'est-ce que tu leur as transmis à ces jeunes-là? Je leur ai transmis des messages autour de la résilience et du travail. Alors, j'ai pas un discours très enjoyé sur la partie entrepreneuriale, parce que je considère qu'on vient vite à voir que le côté successful. Je suis d'accord. Sauf qu'effectivement, en fait, il y a plein de côtés, il y a plein de moments difficiles. Et si je fais une analogie, vous connaissez probablement la série Netflix, je m'adresse à l'auditoire, Formula One, où les directeurs d'écurie disent rapidement, on vit des top high et des top down. Et en fait, c'est ça la vie d'entrepreneur, c'est la polarité, il faut être prêt à l'accepter. C'est clair. Donc voilà, ce message-là, je l'ai vraiment voulu le porter, et je leur ai dit de ne pas négliger leur parcours en tant que jeunes, et que apprendre l'apprentissage de l'entrepreneuriat, ça se fait à tous les stades de la vie. Et moi, je me souviens encore très bien de mes jobs étudiants, je me souviens très bien de mes premières expériences dans la vente à distance, de mes premiers stages, de mon année de césure, de mon année d'apprentissage, qui ont été ultra formateurs. Et je dirais, oui, on peut entreprendre à tout âge, bien évidemment. Et c'est vrai qu'après, quand je vois aujourd'hui, je côtoie des entrepreneurs qui se lancent dans l'aventure à 45, 50 ans, je suis hyper respectueux de ce qu'ils font. Et eux peuvent capitaliser sur une chose qui est extraordinaire, c'est l'expérience, c'est le réseau.
Alors que quand on entreprend plus jeune, ce sont des choses qu'on a un peu plus de mal à avoir. Et en entreprise, il y a aussi moyen d'apprendre beaucoup de choses. Clairement, tu vois, enfin, moi, j'ai 49 ans. Ça fait 10 ans que j'ai créé ma boîte. J'ai donc créé ma boîte à 39 ans, 40 ans. Clairement, effectivement, ce que tu dis là sur la notion d'expérience et de réseau peut accélérer certaines choses, quoi. Tout à fait. Et moi, je crois beaucoup à l'intergénérationnel. Les jeunes apportent beaucoup aux vieux, et les vieux apportent énormément aussi aux jeunes. Ah, tu prêches un convaincu, parce que tu vois bien dans nos métiers. Oui, complètement. L'âge moyen dans ta boîte, j'imagine qu'il doit être autour de 30 ans. Ouais, quand même. Mais okay, quand même. 29-30 ans, ouais. Parce que maintenant on a mis en place des baromètres RH, donc en pratique on pourra en discuter. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup. Typiquement, on a aujourd'hui des gens qui rentrent dans l'entreprise qui n'ont même pas de compte sur Facebook. Voilà. Parce qu'ils ont d'autres usages aujourd'hui. Ça c'est un signe. Ça fait partie aussi, par exemple, de notre mission d'entreprise. Donc ça, on en parlera probablement un petit peu plus tard. Tiens, je reviens sur la notion, effectivement, on a des moments d'euphorie quand on est entrepreneur, puis des moments de grande angoisse. Comment toi tu gères, et quelles sont finalement tes angoisses, et comment tu les gères, à la fois tes angoisses et tes grands moments d'euphorie? Les grands moments d'euphorie sont souvent tempérés. Peu importe notre histoire, c'est vrai que moi j'admire, en tout cas je suis très admiratif des entrepreneurs qui sont très 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 successful, mais qui restent très proches du terrain, très simples. Je pense qu'il faut jamais penser que la partie est gagnée. Donc ça calme déjà l'euphorie. La partie doute, j'ai la chance d'avoir un associé qui a un bon socle, toujours avec une humeur constante, donc qui me permet aussi de partager les doutes, parce que en fait être entrepreneur, surtout quand on commence à avoir des équipes, c'est porter quand même une lourde responsabilité en tant que capitaine, et on embarque en fait toute une équipe dans une aventure sur laquelle on est attendu à plein de niveaux, c'est-à-dire définir le cap, la vision, définir l'approvisionnement du bateau. On va parler de cash, et parce que c'est une réalité économique, par exemple, il faut que l'équilibre économique soit présent, donc il faut des clients, il faut que ces clients-là soient bien servis, il faut un projet d'entreprise. Il faut que on a une responsabilité sur l'équilibre social dans un contexte qui est complètement chamboulé aujourd'hui, très anxiogène, dans lequel l'entreprise peut être vue ou vécue comme un concon, quelque part où on a envie de se réfugier, tout en la nouvelle génération, et ça c'est une formation que j'ai eue il y a pas longtemps, donc c'est encore tout frais dans ma tête. C'est vrai que par exemple la valeur travail n'est plus une valeur, donc il faut aussi savoir s'adapter. Je considère que la partie d'adaptation est hyper importante, et voilà, c'est ça que j'ai envie de te partager. Comment tu fais, toi, pour justement, ou du moins, au-delà de comment tu as fait, c'est à quel moment tu as pris conscience que tu étais chef d'entreprise et que tu avais justement ce rôle de capitaine? Toi, rôle de capitaine, c'est la vision, c'est une équipe derrière ou devant en fonction de... Mais à quel moment tu t'es dit, ah, en fait, là, en vrai, les gens attendent de moi et j'attends de eux et c'est moi qui drive le truc, quoi? Alors la première chose, j'ai réalisé que j'étais chef d'entreprise lorsqu'un copain qui dirige une belle entreprise m'a posé une question simple. Quand je disais je suis en train de créer ma boîte, ça c'était très tendance. Il m'a dit ouais, mais est-ce que tu as déjà facturé? Et j'ai répondu avec fierté oui. Il m'a dit ok, tu peux dire que tu as une entreprise. Donc ça c'était première chose. Deuxième point, débile. Et je rejoins un ami qui a monté une super entreprise aussi. C'est la fontaine à eau. Quand c'est arrivé que j'ai vu la fontaine, la fameuse, tu mets ton gobelet, t'as ça au milieu, l'open space, et hop. Oui. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette, mais très tôt, en fait, très rapidement, j'ai considéré, à partir du moment où on avait commencé à avoir des stagiaires, faut les former, parce qu'on démarre toujours comme ça, système D. C'est quand on a commencé à avoir des clients, quand on commence à construire quelque chose. Et je dirais que l'étape qu'on est en train de passer là est importante parce que le dirigeant doit pouvoir se soustraire à sa boîte. Je considère que l'intemporalité d'une entreprise est primordiale et passe bien au-delà de la personnalité pure du dirigeant, qui à un moment donné l'incarne bien, mais peut-être que demain je ne serai plus la bonne personne pour poursuivre Mojo dans ses aventures, et ça faut en avoir conscience. Et limite je te le souhaite. Oui, ça peut être un sujet, parce qu'on a aussi un parcours entrepreneurial et on a le droit, tu parlais de liberté tout à l'heure, t'as une vraie liberté d'entreprendre, tu peux faire ce que t'as envie, mais faut pas que ça devienne non plus une contrainte. Et au même titre que beaucoup de personnes qui bossent dans des entreprises, on peut aussi avoir le droit d'avoir un projet de développement professionnel. Et donc, ça pourrait passer par le fait de pas faire autre chose, avoir d'autres projets, un autre rôle dans l'entreprise. Le mien a beaucoup évolué, bien évidemment. Et puis, ça nous permet aussi de déléguer des choses là où il y a des personnes qui nous entourent qui sont forcément meilleures que nous. Je te dis, je te le souhaite parce que, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On l'évoquait tout à l'heure et j'aime bien ton propos qui est de dire mais l'entrepreneuriat c'est pas que successful, c'est plein de contraintes, c'est plein d'éléments qui font qu'il faut avoir connaissance de ça pour se dire ok j'y vais parce que c'est un investissement à 200% qui a un impact aussi sur sa famille dès lors où la famille n'est pas intégrée dans ce projet-là. Enfin moi je considère que c'est hyper important d'intégrer ta famille dans le projet entrepreneurial. Mais on peut aussi avoir des moments qui sont des moments de difficulté ou des moments de down où on se dit
À quoi bon, quoi? Je suis fatigué là. En vrai. Et c'est résister à ça. Et c'est en ça où je te dis, malgré tout, parfois, c'est bien aussi de se délester et de donner un peu plus de responsabilité à des gens qui vont t'épauler à un moment donné où ça se passe moins bien, où tu es moins en forme, quoi. Je suis d'accord. Toi, tu as un associé. Ouais. J'imagine, donc c'est Jocelyn, c'est ça? Jocelyn. J'imagine que du coup, vous avez aussi cette capacité à vous supporter parfois l'un et l'autre quand l'un va moins bien, c'est ça? Tout à fait. Ouais. J'ai pas d'autre mot que, effectivement, c'est le partage de doutes, les discussions, et comme dans un couple, en fait, hein, c'est qu'à un moment donné, le secret d'une collaboration, le secret d'une association est exactement le même, en tout cas, j'estime, que celui du succès d'un couple. Donc c'est la communication, c'est le fait de savoir sortir les sujets qui peuvent être cristallisants au bon moment, avec respect des valeurs. Tout à l'heure, tu parles du succès entrepreneurial. Le succès entrepreneurial ne fait pas le succès d'une vie pour moi. Non. Ça, c'est clair. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est pas parce que tu es successful que ça te donne le droit d'être un connard. Tout à fait. Et donc j'estime que la vie perso est au moins aussi importante que la vie pro et qu'il faut savoir aussi la préserver parce qu'une fois qu'on a perdu dans la vie perso ou que on parle de la santé, on parle de tout ça, faut essayer d'anticiper au maximum les risques inhérents à ce type de problèmes qui peuvent arriver dans la vie qui sont bien plus importants finalement qu'une boîte. Quel âge tu as? 41. En fait, c'est un peu la maturité qui te fait parler. Bien sûr. Enfin, 41, c'est jeune, hein, on est tous d'accord. Mais globalement, je pense que quand on avance, en fait, on s'aperçoit. Déjà, on regarde autour de soi. Il y a des choses qui sont parfois dramatiques et on relativise, quoi, en fait, en vrai. Et on se dit, quand on a une entreprise comme la tienne, donc à peu près 35 collaborateurs, c'est ça? Tout à fait. J'imagine que globalement, ça crée un équilibre et ça crée aussi une forme de confiance et de réassurance auprès de tes clients. Et donc, ça te libère aussi un peu de tout ça et ça te permet peut-être d'avoir une vision un peu plus lointaine. Donc, Mojo, c'est une boîte qui a une dizaine d'années, 9 ans, je crois, c'est ça? Petite dizaine d'années, ouais. Petite dizaine d'années. Qui a commencé par l'emailing, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc, les mails qu'on recevait tout simplement. Email d'acquisition, on a développé une technologie, en fait, qui permettait à des annonceurs de se créer du trafic sur leur site au travers de bases tierces. Donc de l'allocation de bases de données. Que vous faisiez en fichier dans la vente à distance depuis toujours, nous, on l'a transposé sur le métier. Oui, parce que je disais tout à l'heure, tu viens de la tech, en fait, tu viens plus de la vente à distance, c'est ça? Tout à fait. Ok. Exactement. J'ai fourbi mes armes dans le groupe Red Cat, à l'époque La Redoute, et dans une des marques qui était, je sais pas si on peut les citer, mais c'était l'enseigne Cyrillus. Et en fait, à l'époque, je parle comme un vieux, mais c'était il y a presque 20 ans, le e-commerce c'était balbutiant, les modèles omnicanaux ça n'existait pas, c'était plutôt des modèles qu'on théorisait et chacun y allait à sa sauce. Facebook n'existait pas, les smartphones n'existaient pas. Voilà, faut avoir quand même conscience de ça. Les smartphones sont arrivés 3-4 ans après et on en a fait importer un sur ma première expérience professionnelle dans un groupe média. On l'a importé des États-Unis. À l'époque, c'était encore BlackBerry, le Palm, quoi. Ouais, c'est ça. Mais finalement, c'est une force parce que globalement, en 41 ans, t'as connu donc du coup, t'es pas digital native. Non. C'est-à-dire que mais c'est vachement bien parce que finalement, t'as connu le monde d'avant. Tu t'es adapté au monde d'aujourd'hui et finalement tu accompagnes le monde d'aujourd'hui, de demain, quoi. Finalement, le nouveau monde, c'est notre vision. Ouais, c'est ça. Et je dis souvent d'ailleurs, on est la dernière année à avoir consulté les résultats du baccalauréat sur Minitel. Putain, sur 36-15, bac. C'est une réalité. Voilà, je sais pas. Et l'année d'après, c'était fini. Tout le monde allait sur Internet. Terminé. C'est marrant quand même. Ouais, c'est excellent. C'est une petite anecdote c'était début des années 2000. Donc, à la création de Google a été créé en 2000. Ouais. Donc toi, du coup, tu crées cette activité-là, et j'imagine que globalement, assez rapidement, tu te dis, c'est bien les emailing business là, marketing, mais il y a d'autres choses parce que l'émergence des réseaux sociaux, l'émergence des téléphones portables, l'émergence d'un tas de trucs. Bon là, l'émergence de l'IA, on y viendra après. Du coup, comment tu fais, comment tu avances là? Opportunité. Ouais. En fait, entrepreneur, c'est aussi saisir l'opportunité et de se dire, de pas se fixer de barrières et de se dire à un moment c'est possible. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est ouvert sur la base de sujets qui sont arrivés dans mon réseau pour aider des amis à résoudre des problématiques, notamment liées à leur référencement naturel, leur référencement payant, parce qu'on avait des compétences en interne, mais sans forcément l'exploiter commercialement pour nos propres besoins. Et on a commencé à travailler des sujets comme ça pour des clients, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler aussi sur d'autres leviers. Okay. Et au fur et à mesure, on a ouvert différentes poches. Et ça va devenir tout bête, On a des clients qui nous ont demandé, moi j'ai pas de service pour réaliser mes emails. On a un de nos collaborateurs qui était web designer, qui s'occupait de nos sites. On a dit, tu peux pas faire un mail pour un client, on peut le facturer. Ouais, on peut le facturer. Et hop, on a développé un studio. Et aujourd'hui, ils sont 4 au studio. Ils ont produit l'année dernière 14 000 assets créatifs pour nos clients. C'est intéressant, Bertrand, parce que ce que tu disais tout à l'heure en préparant, c'est que globalement, tu me disais, en fait, on a trouvé depuis peu de temps, tu vas me dire le nombre d'années, notre positionnement. Et donc, globalement, c'est-à-dire quoi? Que t'as arrêté d'être opportuniste, ou au fond, tu te dis, je suis opportuniste vraiment dans mon champ d'action, là, dans mon couloir de nage? On a mis du temps nous-mêmes à trouver notre propre mojo.
pour savoir ce qu'on allait apporter au monde. Et je pense que ça, c'est qu'est-ce qu'on va nous apporter au monde, aux entreprises, comment on matérialise cette vision-là et par quelle proposition de valeur, en fait, on va l'exposer et arriver à drainer du client avec performance. Donc en fait, effectivement, c'est en gros le modèle de développement de Mojo, c'est souvent fait par le commerce, par la relation. Et aujourd'hui, ce modèle de développement rentre plus par le métier. Donc ça veut dire aujourd'hui, Mojo, si tu fais une analogie avec on a une belle carte de restaurant, etc., mais on a surtout une exécution qui se veut être au cordeau. Et puis après, le mantra qui nous pousse un peu plus loin, c'est qu'on se veut une alternative crédible aux grandes agences qui accompagnent pas forcément de façon optimale la cible client que nous on s'est fixé, qui est tournée PME, ETI, et qui ont absolument besoin comme nous, besoin de boîtes comme la nôtre. Pourquoi ? Pour les acculturer aux enjeux du nouveau monde, des nouveaux médias, des nouveaux usages, des nouvelles technologies, de l'IA. Et l'exemple que je regarde qui m'a aussi donné une vision là-dedans, ce sont mes enfants. C'est-à-dire que la conviction que j'ai, c'est nos enfants ne taperont pas un seul mot-clé dans Google. 90% des investissements de nos clients sont aujourd'hui sur du PPC Google. En tout cas, c'était le cas il y a quelques années. PPC ? Pay-per-click. Okay. Donc, stratégie d'enchère, on paye des clics à Google pour pouvoir drainer du trafic sur notre site. Mais nos enfants, ils taperont pas de mots-clés dans les moteurs de recherche. Ils piloteront à la voix. Ils iront chercher différemment leurs informations sur le web. Le web sera entièrement... Ce qui a fait la force de Google, c'est l'indexation du web intelligente. Selon des critères d'algorithmie. Alors, attends. C'est l'indexation. Ouais. Mais du coup, pour bien comprendre, ce que tu es en train de dire, c'est que les réflexes qu'on a encore aujourd'hui, j'allais dire, peut-être même hier, qui consistait à aller sur Google, mettre 2-3 mots-clés pour rechercher quelque chose. Donc, la requête était soit en lien sponsorisé, soit en lien naturel. Ouais, donc, tout à fait. SIA pour de l'advertising, donc acheter des mots-clés à Google, ou de l'organique SEO, parce qu'on a travaillé notre référencement, créé du contenu. On a compris comment l'algorithme marchait, etc. Et ça remonte. Ouais. Si on met Agence Podcast Lille, on sera bien référencé en premier. Voilà, mais si on met Agence Podcast Entreprise, on sera aussi référencé. Voilà. Bon. Ça, demain, ce type de référencement n'aura plus lieu d'être parce que globalement, la manière de rechercher et de consommer sera différente. Tu l'évoques par la voix. On l'évoque aujourd'hui aussi par l'IA à travers ChatGPT, où globalement, franchement, quasiment une grande majorité de mes requêtes, mes questions se passent par ChatGPT. En un an, 10%. En un an, 10%. 10% des requêtes. C'est la première année où, je sais pas si t'as remarqué, si t'as vu l'info, mais Google a perdu 100 milliards de capitalisation boursière en un jour, parce que Apple a annoncé que les requêtes Google avaient baissé dans Safari. Ouais. Donc, ça montre, oui, effectivement, en ce moment même, on est au cœur d'une révolution d'usage, mais qui va pas que révolutionner la recherche en tant que telle. Ça va révolutionner aussi, et ça, c'est les gros enjeux pour nos clients, qu'on traite pas nous aujourd'hui, c'est l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, je te donnais l'exemple tout à l'heure d'un site que je connais bien, qui vend des grands crus et des vins millésimés. Qui s'appelle Comptoir des millésimes. Okay. Tu veux chercher un vin, tu fais comment ? T'arrives sur un site internet, tu fais comment ? T'as un guide, t'as un truc, le mec il s'intéresse à ce que tu vas manger ce soir, comment tu veux constituer ta cave ? Rien, t'as rien du tout. Demain, ce sera complètement différent. Et c'est ça la révolution qui va arriver. Je pense que tu auras une convergence. On croit beaucoup dans notre vision à la convergence des mondes. Genre, demain, je te reçois à la maison avec ton épouse et tes 4 enfants. On se connaît pas plus que ça, Bertrand, donc on s'est jamais fréquenté en dehors de ce moment-là. Je dirais, demain, je reçois donc Bertrand, qui est un amateur de vin, avec son épouse que je ne connais pas et ses 4 enfants. Je prépare ceci, je prépare cela. Propose-moi en tout cas quelque chose qui soit dans cette corde de prix-là. Paf, ça me sortira directement via ma requête vocale, quelque part un élément qui soit pertinent, mais surtout serviciel. C'est-à-dire que on a plein d'exemples. La qualité de service de ces sites-là, c'est que si tu commandes avant midi, t'es livré chez toi le lendemain, devant ta porte. Donc c'est toute une chaîne en fait qui est en train d'être révolutionnée. Ma requête permet d'avoir une livraison, enfin une sélection, une livraison, une satisfaction client quoi derrière. Tout à fait. Je vais faire un petit clin d'œil à un ami, à Charles Christori. Charles, ouais, bien sûr. Au-delà de l'impact et de la mission d'entreprise que le fourgon se fixe en voulant éradiquer la consommation de plastique dans la consommation d'eau et de consommables, l'outil formidable qu'ils ont développé, c'est un outil logistique absolument incroyable. Vous commandez le matin, vous êtes livré l'après-midi. C'est la clé de succès d'Amazon. Hein. Voilà. Non mais en vrai, c'est le service. C'est le service. À apporter derrière. C'est la clé de succès d'Amazon. En fait, c'est pas le temps le produit finalement qu'on peut avoir, c'est la supply chain et la capacité à te livrer dans l'heure ou. Alors c'est un débat. Après, on pourrait se dire est-ce que c'est bien utile d'avoir son produit dans l'heure ou pas. Tu reçois des amis le soir, ou tu prends ta bagnole pour aller au supermarché et tout ça, ou t'es livré avec un fourgon électrique qui reprend tes bouteilles consignées. J'ai aucun problème avec ça, éthiquement, je trouve ça génial. Ce qui est intéressant dans ton propos, c'est que au-delà d'être dans
la pratique opérationnelle d'acheter des ads, c'est que t'as une vision en fait que tu nous partages qui est assez intéressante sur la notion de sur la manière de consommer de demain et sur finalement ce qui nous attend. Comment tu opères ça à la fois dans la culture de ton entreprise et dans les pratiques, parce que le changement, on sait tous très bien que une grande partie des gens sont réfractaires à celui-ci. La différence, c'est que c'est ton entreprise, ton business, donc le changement doit s'opérer, quand d'autres, c'est pas leur entreprise, c'est pas leur business, ils sont bien pour autant chez toi. Mais bon, ça peut faire peur. Comment tu arrives à opérer ce changement ? Déjà, c'est une veille absolument constante. Notre premier mantra chez Mojo, ça a été faites bien votre métier, on s'occupe de votre stratégie marketing. Okay. Voilà, parce que c'est pas leur métier en fait. On va pas demander, c'est un métier support en fait dans les entreprises. Et pour pouvoir acculturer, parce que c'est une vraie mission. C'est-à-dire que nous, on a des sujets de boîtes centenaires, de boîtes qui sont, pour le coup, sur le papier, qui réussissent à fond, et des dirigeants qui sont perdus. Mais nous disent, les mecs, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, je sais plus, quoi. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Tu peux nous donner un exemple ou pas d'un client ou c'est un peu sensible? Non, si, je vais t'en donner un très clair. Des gros retailers, en ce moment, il y a TikTok qui émerge. Il y a alors, en dehors des problématiques que je peux mettre de côté, parce que c'est pas le débat là aujourd'hui, on va parler purement métier. Ça peut être une opportunité pour certains d'entre eux. Comment nous, on va venir leur apporter une réponse sur TikTok Shop, sachant que ça n'existait pas il y a 2 mois. Donc, TikTok Shop, c'est l'application TikTok qui permet d'acheter en directement chez TikTok. Okay. Donc, c'est, voilà. Et pour commencer la culture, demain, on est chez TikTok. Voilà. Okay. Parce qu'on a fait des choses avec eux, etc. Et que la fonctionnalité e-commerce de TikTok peut rapporter des opportunités pour nos clients et leur proposer, en fait, C'est un exemple parmi tant d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux médias, il y a beaucoup de nouveaux usages qui arrivent et Dieu sait comment sera le média demain. Donc, il y a 10 ans, l'acquisition se faisait par mail. Voilà, c'était un peu chiant, ça peut tomber dans les spams. Aujourd'hui, ça flirte même plus. Ça travaille en fait sur les réseaux sociaux et sur TikTok avec le TikTok Shop, sur laquelle tu as en plus un live où souvent on te présente la robe, la chaussure, que sais-je, et t'achètes en live, en fait, c'est ça? Alors oui, c'est ça. Juste pour corroborer exactement ce que tu dis là, c'est qu'il y a 10-15 ans, les stratégies étaient assez droites, simples. Et si je remonte à 20 ans, vous étiez annonceur, vous aviez une belle marque, vous diffusiez en télé, vous touchiez toutes les strates de la population et tout le monde était concentré sur un seul et même média. Ou la PQR. Et un seul et même device. Donc c'était la télé, point. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas d'ordi, il n'y avait pas d'écran digitaux dehors, etc. L'arrivée d'Internet a un peu changé la donne et on estimait que pour avoir une conversion, donc c'est-à-dire avoir un nouveau client, il fallait 4 points de touche avec le client. Voilà. Aujourd'hui, le ratio c'est plutôt 15-20 points de touche 15 en pluri-device sur des médias qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc pour une entreprise, c'est quand même compliqué aujourd'hui d'adresser plusieurs cibles parce que mes jeunes, je vais pas les toucher avec la télé linéaire. Non. Je vais pas la toucher en diffusant sur TF1 même à heure de grande écoute. Non, les jeunes ne regardent plus la télé. Ouais. Par contre, je vais devoir, pourquoi pas, tenter TikTok. Mais TikTok, c'est pas du tout la même manière de communiquer. Et comment, justement, tu vas faire exprimer ton mojo avec des modèles de communication qui sont carrément différents tout en gardant une ligne directrice qui soit ultra alignée entre tes différents canaux de communication. Et ça, c'est un vrai sujet aussi. C'est fou parce que toi, tu dis 15 points de contact. Moi, dans mon métier, qui consiste à vendre de la prestation de service à des entreprises, je dis souvent, c'est 7 points de contact pour vendre. Un coup de téléphone, un truc LinkedIn, un machin, un salon, un truc. Bon, bref, la moyenne, c'est 7. Mais vraiment, c'est quasiment scientifique, quoi. Là, tu dis finalement, cette jeune population qui est hyper connectée sur Instagram, sur TikTok, partout à droite à gauche, machin, c'est 15 points de contact, quoi. Honnêtement, on en vient au cœur de la proposition de valeur, non pas de Mojo, mais des boîtes avec qui on peut travailler ou quand on est en discussion avec des directions marketing. Très franchement, vous prenez des fois 2 entreprises, vous dites c'est quoi votre différence? Je sais pas, je vais te donner un exemple con, mais vous vendez des fringues pour hommes. Ouais. Ok, une autre ancienne vend des fringues pour hommes, c'est quoi la différence? Franchement, c'est compliqué. Ouais, bien sûr. Et comment tu l'alignes avec ta vraie véritable expérience utilisateur? Donc il y a un vrai gros enjeu qu'on n'avait pas forcément il y a quelques années. Comment tu arrives à faire passer, tu vois, une entreprise comme la mienne, par exemple, je sais pas si tu vas pouvoir être cliente de chez Mojo. En vrai, entreprise B2B qui s'adresse à des entreprises, on vend de la prestation de service, on a 3-4 offres, tu vois, le truc est assez bien travaillé. Comment tu arrives à convaincre, tu pourrais me poser la même question d'ailleurs, mais comment tu arrives à convaincre tes clients d'investir dans la communication? Parce que là, on parle de communication quand même. Et donc, du coup, on parle de retour sur investissement. Et on parle souvent de gros investissements. Et donc, du coup, on est tous là à se dire, bon, enfin, en vrai, si je mets 50 000 €, j'aimerais que ça me ramène X milliers d'euros. Surtout à l'heure où on mesure tout. On se contente plus de lancer une campagne télé en disant, bon, allez, on verra bien comment ça réussit. Et en même temps,
c'est peut-être important d'avoir un mix média sur lequel on va pas pouvoir dire je mets tout là-dessus, mais d'avoir un mix média qui fait qu'à un moment donné, comment tu fais pour convaincre et apporter des KPI qui soient vraiment satisfaisants? C'est chaud quand même. Hein. C'est vital. C'est vital pour une boîte. Aujourd'hui, ce qu'on vit dans notre monde actuel, 2025, on vit une transparence totale. Les prix sont connus de tout le monde, les propositions sont connues de tout le monde. Donc votre concurrence, elle se réveille. Dans le textile, tout le monde se copie. C'est une réalité sur le style, etc. Donc comment tu marques tes points de différence par d'autres choses, par le service, et c'est surtout comment tu l'exprimes. Donc ça va être un attachement qui peut être plus émotionnel. Ça peut être aller là où tes concurrents ne sont pas. C'est-à-dire aller explorer des nouveaux réseaux, être audacieux. Et se dire à un moment donné, moi je veux rajeunir mon cœur de cible, et je vais aller explorer d'autres canaux. Il y a sans cesse des nouveautés dans notre métier. Il y a plein de métiers qui sont aujourd'hui très très mouvants, très changeants. Là tu couperas au montage si tu veux. Mais on organise une conférence le 10 juillet sur comment préparer son marketing 2025 pour 2030, à l'heure du nouveau monde. Et le nouveau monde, on l'a défini 3 grandes thématiques. La première, c'est l'omnicanalité des modèles de distribution et des modèles de communication. On va faire intervenir 3 grands retailers et VADistes, e-commerce. Okay. Très connus. La deuxième thématique, ça va être le poids de la mesure. Parce qu'aujourd'hui, on veut tout mesurer. Mais il n'y a pas vraiment une solution, on va me dire le contraire, c'est sûr, qui va te dire, tiens, j'ai ouvert mon magazine et j'ai été acheté... Voilà, c'est le magazine qui a influencé davantage la vente que ta stratégie de Google. Donc c'est la mesure, avec 3 intervenants qui vont venir nous donner leur approche sur des solutions techniques. Il y a 3-4 ans, c'était Google Analytics qui faisait foi chez tous nos clients. On avait des modèles de mesure de la performance qui étaient très silotés entre les magasins et le e-commerce. Mais la réalité, c'est que le e-commerce draine un trafic extraordinaire dans les magasins. Et honnêtement, dans les organisations de nos clients, 9 fois sur 10, les choses sont dissociées. Très difficile d'avoir une perspective omnicanale dans la mesure. Tu vois, je un petit peu. Et 3e thématique, comment les médias s'adaptent au nouveau monde. Donc là, je peux le dire, voilà, on a quelques grands médias qui vont dire, imagine l'enjeu pour un TF1 de se dire à un moment donné comment je transforme. Ouais. Ils y arrivent. Donc c'est ultra puissant. Le nouveau média, ça va être Netflix, ça va être des panneaux d'affichage vraiment différents, des expériences plus interactives, de l'ultra segmentation, ce qui rend paradoxalement la plupart des médias accessibles. Tu vois, typiquement tout à l'heure tu me demandais qu'est-ce que je ferais moi pour natif. Pourquoi pas de la télé. Segmenté, ça va pas te coûter. Tu sais quoi je pensais alors télé, je sais pas si j'ai les moyens, mais en tout cas je pensais aussi cul de bus. Ouais. Tu sais. Natif, podcast, médias de la mobilité, t'es dans ta bagnole, t'es décideur, directeur marketing, com, que sais-je, cul de bus où tu vois finalement une publicité pour créer tu vois. Et donc c'est finalement aussi comment revenir et comment se différencier, si tu l'as dit juste avant, comment revenir sur des vieux médias qui font un peu la différence. Toi je dis souvent, je sais pas si tu procèdes de la même manière, mais fin d'année, j'envoie toujours, je prends ma meilleure plume, une carte et j'écris un mot. J'envoie à mes clients. Ils sont hyper contents et ils sont super surpris parce que finalement, je me différencie, je m'adapte aussi finalement à un monde où comment faire pour que ça soit pas toujours digitalisé, mais encore un peu différent. Et il y a un truc qui résonne en moi là dans ce que tu viens de dire, c'est la notion de communauté aussi. Ouais. Je pense que le mass média, j'ai le sentiment, en tout cas, que ça fonctionne de moins en moins, mais que la notion communauté fonctionne de mieux en mieux. Est-ce que finalement, avec les outils qu'on a aujourd'hui, c'est pas beaucoup plus facile de s'adresser à sa communauté qu'auparavant ? Le conversationnel direct est super puissant. Faut pas oublier qu'on reste des humains aussi. Ouais. Donc là, ce que tu décris, c'est tout à fait, c'est l'humanité tout simplement. C'est ce qui constitue le socle du pacte social qu'on a entre hommes. Donc oui, ça me parle beaucoup. Et on est quand même aussi aujourd'hui, moi je me bats, alors c'est peut-être un peu réac, mais rien ne vaut un bon coup de fil. J'ai envoyé un mail à l'heure de la messagerie instantanée. Ouais. Je le vois, je critique pas les équipes là, mais j'ai envoyé un Slack. Donc le copain, il est juste à côté. Il est à côté, on peut parler. Ouais. Mais tout ça, c'est amené par une nouvelle donne. Hein. Je pense que franchement, alors on s'écarte un petit peu du sujet purement média, mais je pense que le Covid a des conséquences sociétales et sociales beaucoup plus fortes qu'on imagine sur nos modèles d'interaction sociale pure. Dans le modèle du travail, puisque je reviens à l'entrepreneuriat et tout ça. Aujourd'hui, piloter son entreprise en 2025, c'est pas du tout que piloter en 2019. C'est pas la même chose. On parle des considérations du télétravail. J'ai pas d'avis sur la question. Il y a pas de théorie. Il y a pas de. Il y a du télétravail chez toi ou pas ? Ouais. 2 jours par semaine, assez flex et tout. Mais on se pose des questions. Ouais. Est-ce que ça dégrade pas la relation, notre collectif ? Est-ce que il y a pas des choses à travailler justement pour le rendre, pour qu'on ait plus de liens, de moments ensemble, parce que la visio c'est bien, etc. Mais en même temps, j'ai pas vraiment d'avis, hein, tu vois. Donc je dis ça. T'as pas d'avis, mais est-ce que t'as des réponses à ces questions que tu poses ?
J'ai aucune réponse. J'ai aucune réponse parce que je sais pas si je détiens la vérité ou pas. Et du télétravail, on en faisait avant. Mais en tout cas, la seule chose qu'on peut pas nier, c'est que le télétravail est arrivé par une obligation sanitaire. Et on en a fait un avantage social, perçu, entre guillemets. Est-ce que c'est vraiment socialement un avantage ? Je suis pas certain. Je sais pas. J'ai encore une fois, j'ai pas la réponse à cette question. Et d'ailleurs, on est en train d'en parler en équipe. Moi, je sais pas, d'autant plus que quand tu démarres dans la vie professionnelle, moi, je suis plutôt un fan de l'apprentissage. Bah oui. Je trouve que l'apprentissage, c'est loin d'être. À l'époque, c'était considéré comme une voie de garage. C'est pas du tout une voie de garage. C'est au contraire donner la chance. Moi aussi, hein. C'est au contraire, et j'en ai dans mes équipes, mais c'est au contraire donner la chance à des jeunes de pouvoir marquer une ligne de leur CV, un truc qui soit vraiment marquant dans la vie professionnelle. Et moi, ce qui m'avait surpris un peu, pas un peu, ce qui m'avait surpris tout court, et ce qui m'avait choqué, c'était finalement des entreprises qui intégraient des jeunes en apprentissage, mais en télétravail. Comment veux-tu, en télétravail, apprendre et surtout sentir l'entreprise avec ses côtés positifs, un peu moins, négatifs et autres, mais c'est pas possible, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'effectivement, le télétravail, c'est bien, mais ça a ses limites. Et quand tu rentres dans la vie professionnelle, comment veux-tu inculquer une valeur d'entreprise à des jeunes qui sont chez eux, quoi. Ça paraît débile, quoi. Pas plus tard qu'hier, j'étais en entretien de finalisation avec une recrue qui doit arriver justement en alternance. Et je lui délivrais le message suivant en disant: ici, quand tu es en apprentissage alternance, comme dans les autres entreprises, le statut d'un alternance, c'est d'être salarié. Donc, il faut travailler pour la boîte. Mais c'est vrai qu'après, la boîte a une mission vis-à-vis des alternances, c'est-à-dire de les former, de les intégrer, clairement, d'être avec eux et de les accompagner. Donc, je suis en phase. Et ça fait moins bien, en tout cas, sur du télétravail, ça c'est clair. Bon, donc on a compris. C'est pas le sujet. Mais... Oui. Non, mais on a compris que Mojo, en tout cas, intervenait finalement sur de nouveaux champs de communication et d'acquisition client par le digital avec tout ce que tu nous as évoqué juste avant. Ce qui est intéressant aussi dans ton parcours, c'est que tu as investi à droite, à gauche sur différentes entreprises. Tu peux nous en parler un petit peu de ça, tes investissements et puis finalement de tes interventions dans ces entreprises? Alors, pour le coup, on parlait de builders tout à l'heure. Moi, ce sont des vrais builders. J'ai la chance d'accompagner sur la partie stratégique dans des conseils. Ouais. Alors, généralement, ça se fait vraiment sur du coup de cœur humain. Ok. Et ou à la demande des entrepreneurs. Ok. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, au début, d'ailleurs, quand tu arrives dans un conseil de surveillance ou un comité stratégique, tu arrives avec humilité. Hein. Généralement, autour de la table, tu as quand même des gens bien capés. Ouais. Toi, t'as pas le syndrome de l'imposteur, mais bonjour, tu préfères regarder. Voilà. Et quand tu as des retours qui montrent que tes avis sont pertinents et la prise de recul, j'ai appris ça dans ma première expérience professionnelle. Quand même, là aussi, c'est important, c'est que moi-même, j'avais un comité, un conseil, et pour le coup, ça m'a fait énormément grandir, parce que c'est la prise de recul maximale sur des gens qui ne sont pas opérationnels et qui vont avoir une faculté, en tout cas les bons, à te poser la bonne question. L'effet miroir. L'effet miroir, la bonne question. Et au final, toi, t'as beau arriver avec tes presses, tes chiffres, tes considérations du moment. Un bon conseiller va te dire, ouais, bon, c'est bien, tant mieux, demain tu lui dis, je veux faire ça, je te fais confiance, je signe, tu peux y aller. Par contre, la question, c'est ça. Et là, tu vas être chamboulé, tu vas repartir de là avec... et donc, moi, je cherche, ma quête, c'est de savoir poser les bonnes questions dans mon champ d'expérience et d'expertise. Généralement, quand on accompagne des entrepreneurs, ça se fait beaucoup à l'humain. Donc, j'ai la chance d'accompagner super entreprises, certaines qui vivent des grosses difficultés. Donc, il faut être aussi présent, faire preuve d'une bienveillance maîtrisée. Parce que, pour moi, c'est important le mot maîtriser dans bienveillance. Il y a un de mes clients qui dit souvent, je lui rends hommage, il disait quel est le mot plus important entre bienveillance et exigence. Je te pose la question, Laurent. L'exigence. C'est le « et ». Oui. C'est ça que j'aime bien dans le retour. Et donc, c'est un peu le cadre dans lequel moi je me mets en position de conseiller. Et ce qui a drivé, c'est une aventure humaine. Alors, je suis pas un business angel. C'est plutôt, j'ai accompagné des copains. Oui, je continue à le faire. Tickets, histoire de... Des petits tickets pour apprendre. Certains... Voilà, personnalités entrepreneurs m'ont dit c'est les meilleures manières de perdre tes billes. Ils ont raison. Ouais. Je pense que non, mais c'est vrai parce que c'est un métier, c'est un vrai métier pour côtoyer quelques VC et investisseurs. C'est un métier de dingue. Et souvent, en plus, j'en connais qui le font de façon très éthique. Ils sont là vraiment pour accompagner les projets de développement d'entreprise. Donc moi, c'est apporter ma pierre à l'édifice et c'est une bulle d'air parce que j'en tire des choses aussi pour moi et pour mon expérience personnelle, pour ma boîte. Ça pourrait faire d'ailleurs partie d'un deuxième projet professionnel demain. Post-Mojo, parce que j'adore ça, la transmission, le fait de savoir passer les bonnes idées, d'avoir ce recul-là par rapport à en tant qu'indépendant, tu veux dire. Oui. En tant qu'indépendant. Ouais. Partager en fait ton savoir et finalement avoir cet effet miroir que tu peux apporter. En fait, on a un effet miroir et puis je dirais, ce que je te dis là, je l'applique à moi-même. On a un comité aujourd'hui
stratégique chez Mojo, il nous apporte énormément parce que c'est une bulle d'air, parce que c'est un moment intéressant et parce qu'on le fait tourner un petit peu, etc. Et c'est toujours hyper précieux d'avoir des avis de professionnels qui ont l'expérience, qui savent poser la bonne question, qui te bouleversent parfois dans certaines visions parce qu'ils te font poser la bonne question ultra structurante qui te drive, mais pas à 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui peut te driver à 1 an, 2 ans, 3 ans. Et je dis, quand je rejoins ce que je disais au début sur la partie curiosité, vraiment, j'invite tous les jeunes entrepreneurs et tout le monde au global à être curieux. C'est d'aller au-delà, assister à des conférences. Mes premiers TEDx, je m'en souviens encore quand j'assistais à ça. L'histoire du Nouveau Monde, c'est venu d'une conférence que j'ai eue où un grand économiste nous a parlé du financement de l'économie mondiale. Mais c'est bouleversant. Ça m'a bouleversé dans mon approche et je trouve que ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Moi, je partage ce que tu me dis là sur le fait de dire soyez curieux, prenez des risques, allez-y, c'est le moment. La difficulté, c'est de se dire, mais comment on fait pour que ces jeunes puissent véritablement être curieux et prendre des risques? Tu vois, parce qu'il y a toujours Putain, c'est chaud quand même, en vrai. C'est une question de tempérament. Le tempérament, tu l'as, on le voit bien, on l'entend, on le devine, enfin, tac. Mais t'as des gamins qui n'ont pas forcément ce tempérament. Bon, c'est ainsi, hein, c'est pas grave en soi. Honnêtement, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Ouais. Ça, c'est une certitude. Ouais. Et ça dépend aussi là où on place le curseur sur l'entrepreneuriat. Ça peut être libéral, parce qu'on a envie d'avoir une solopreneur. En plus aujourd'hui, on le voit, j'en ai parlé. Tendance. Aujourd'hui, on se gargarise d'avoir beaucoup de créations d'entreprises. C'est des créations d'activités. Ouais, c'est ça. J'en ai discuté avec Yann Orpin, que tu connais. Okay, ouais, bien sûr. Enfin, on en a parlé. Il était venu faire une conférence il y a pas longtemps. Et il disait, on crée des activités, on crée pas des entreprises. Et c'est vrai que c'est autre chose. C'est différent. Ça, c'est un sujet intéressant parce que on crée des activités solo. On crée pas des entreprises. Je sais pas si c'est de l'individualisme. Enfin, si, c'est se concentrer sur soi-même, concentrer en fait son expertise pour être libre et pas s'embêter certainement avec d'autres sujets à côté. Donc c'est quelque part être solopreneur. Est-ce que c'est finalement un risque pour notre économie ou pas, ça? Tu vois, quand on se pose la question, je sais pas. Alors, ça touche un domaine. Je pense pas que ce soit là aussi l'objet, mais c'est le domaine du politique. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, cette liberté-là, c'est vrai que c'est beaucoup plus flexible aujourd'hui. Il y a beaucoup de boîtes qui on peut pas dire embaucher puisque c'est pas embauché, mais qui utilisent les services de personnalités brillantes, etc. Et on va en venir à un sujet dont tu voulais probablement parler. Je crois que tu me l'as évoqué au début dans l'intro. On a créé une deuxième structure à côté de Mojo qui s'appelle Trevis sur l'acculturation et l'accompagnement en IA. Avec un CEO brillant qui est conférencier en IA, formateur, avec un gros background technique, donc voilà, qui fait du code et autres. Et quand il fait une conférence d'acculturation, sa deuxième ou troisième phrase, c'est que quand un des plus grands physiciens et prospectivistes au monde a découvert la puissance de ChatGPT, il disait si ma valeur aujourd'hui est 100, sur un indice 100, 90% de cette valeur vaut 0. Et les 10% restants valent 1000. Et je pense que ça, c'est vraiment une phrase qui signifie bien comment aller chercher la quintessence de chacun. Bien sûr. Et je crois qu'en fait, l'IA va aider à cette libéralisation-là, etc., d'aller chercher le meilleur de chacun. Et je pense que quand je dis on touche le domaine du politique, je crois qu'il y a une vraie responsabilité là-dedans. Ouais. C'est-à-dire comment faire en sorte que chacun trouve sa place, comment rendre plus flexibles les choses aussi, parce qu'aujourd'hui, on vit dans c'est un peu sclérosé. C'est clair. Marché, notre fonctionnement, notre pacte social, il est quand même un peu compliqué. Et de tous les côtés, je trouve. Donc c'est ça l'idée je suis plutôt pour une logique de libre circulation, contrôlée, sans forcément partir dans l'hyperlibéralisme. Mais je crois qu'il y a quand même on est un peu forcé par rapport à ça. C'est-à-dire que globalement, on est un peu forcé par le l'auto-entreprise, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, tout à fait. Mais l'auto-entreprise, c'est exactement ça, mais ça peut mettre aussi en difficulté certains statuts, tu vois. Tout à fait. Ça peut mettre aussi certaines entreprises en difficulté parce que des entreprises... C'est précaire. Enfin, la vérité, c'est que c'est hyper précaire. Donc, il y en a qui s'en sortent très bien. Mais c'est comme tout, il y en a qui s'en sortent aussi pas si bien que ça. Mais bon, écoute, c'est ainsi. Bertrand, quels seraient les 2-3 conseils que tu pourrais donner justement à celles et ceux qui veulent entreprendre là? Tu l'as dit en intro. Je pense que l'audace, c'est quand même, c'est le fait d'y aller. D'y aller, ouais. S'accrocher. L'audace, c'est vraiment se lancer en fait. On peut toujours avoir un projet. Tu parlais de la conférence que j'ai faite il y a 2-3 semaines. J'ai dans la salle, je suis persuadé qu'il y en a, chacun de vous avez une idée brillante, un truc à développer, un logiciel, un produit et tout. C'est probablement vrai. Mais il faut pas oublier, le truc le plus important, c'est que ça, c'est 1% du chemin, même pas. Oui. L'idée de base, c'est 1% du chemin. Moi, jamais j'aurais imaginé,
en 2025 en être là quand on a créé Mojo en 2016. Ouais. Si t'exécutes pas sur nos métiers, sur tout ça, on a itéré, on a pris des opportunités, on s'est gamellé, on a réussi des trucs. Enfin voilà, c'est ça le parcours, c'est l'audace et c'est l'exécution. Et l'exécution, elle demande un truc, voilà, c'est pas un vilain mot, elle demande de bosser. En fait. C'est ça. Donc j'irais, non mais vraiment, en fait, c'est le travail et autres. Je pense qu'il y a rien de pire que d'entendre quelqu'un qui dit, bah moi je veux réussir dans la vie, du coup professionnel, du coup je vais créer ma boîte. Non, boss. Ça peut être un résultat au bout et encore, si t'y arrives, parce qu'on voit pas tous celles et ceux qui galèrent. Moi, je suis plus admiratif limite de ceux qui vivent de leur passion et qui se battent tous les jours que les mecs hyper successful qui deviennent, comme je te dis. Voilà, qui perdent un peu de pied, qui perdent un peu leur valeur. Et la dernière fois, j'en discutais avec un ami, je disais, j'ai pas de modèle business. J'ai pas, tu vois, il y a pas à part un mec. Tu te dis ouais, super, je voudrais sa vie, etc. Vraiment, personne. Par contre, j'ai beaucoup de contre-modèles. Ouais. Tu vois, où tu te dis putain, là, ça... pas du tout, ça je veux pas. Ça je veux pas. Ça je veux pas. Alors du coup, on retrouve un petit peu ton état d'esprit là sur ton LinkedIn avec ce fameux iceberg là. Ouais. Je trouve que c'est assez sympa. On arrive à la fin de cet épisode, Bertrand. Comment on fait pour te retrouver? LinkedIn, téléphone, mail. Mais LinkedIn, c'est la base. Bon, très bien. Vraiment. Je suis assez présent parce que c'est une base de documentation qui est pour moi hyper saine. Tout à l'heure, tu parlais de Nouveau Monde aussi. Sur LinkedIn, c'est un vrai fait. Il y a 10 ans, quand on envoyait des messages sur LinkedIn, on avait systématiquement un rendez-vous. Tu vois, tu parles du mix. Tu vois? Je sais pas si toi tu l'as vu. Ah bah si, non mais c'était... Aujourd'hui, plus jamais. Tu vois, mais normal. Non mais c'est clair. Aujourd'hui, enfin, de toute façon, c'est simple. Tu écoutes. J'imagine qu'on a à peu près une cible identique, directeur de com, DG et autres, directeur marketing. Ils te disent, attendez, je me fais harceler sur LinkedIn. Je me fais harceler, donc je réponds même pas. Donc en fait, LinkedIn n'est plus un canal de prospection directe. C'est un canal d'enquête, d'information, effectivement, de communautaire, de rebond, d'échange, de création de liens. Parmi les 7 contacts que j'évoquais, ça fait partie des 1 ou 2 contacts. Mais l'approche directe, elle est compliquée, quoi. Ouais, hyper compliquée. Merci Bertrand d'avoir participé à la Learning Expedition Hauts-de-France. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt. Ciao.